Ça marche. Bonjour à tous. Donc, on va finir cette session en parlant donc du côté anesthésie-réanimation de ces pathologies-là. Donc, quand on parle en termes d'anesthésie-réanimation, on parle de chirurgie globalement à bas risque avec des patients relativement simples, des cardiopathies relativement simples. Donc, comme on a toujours, mais on peut dire qu'on a un objectif de résultat, c'est-à-dire que il faut que ça soit simple, il faut aller vite. Il y a une courte durée de réanimation attendue. Il faut que le patient sorte rapidement et se remette rapidement. Il n'y a pas, par exemple, de ventilation prolongée attendue. Euh, et il y a une faible mortalité attendue. Donc ça, il faut que ça soit le résultat final. Parmi les choses à épargner au maximum, évidemment, la transfusion. Donc de qui on parle? On parle de globalement trois classes de patients. Des cardiopathies qui sont chez l'enfant, mais bien tolérées, donc chez qui on va pouvoir attendre, donc on va les opérer, voilà, souvent à un poids supérieur à 10 kg. Quand c'est moins bien toléré, comme on a vu, on va opérer forcément plus tôt, puisqu'il y a des conséquences cliniques, notamment retard staturo-pondéral, dyspnée, etc., et tout ce qu'on connaît de ces cardiopathies. Et puis, il y a celles qui ont été découvertes tardivement, les cardiopathies vieillies, avec des adultes, qui vont donc avoir des conséquences sur leur cœur, sur leur physiologie, qui vont être différentes et donc qui vont impliquer une réanimation un petit peu différente et une anesthésie et des précautions différentes aussi. Dans les grandes lignes, c'est quand même des pathologies simples et une des choses qu'on veut faire, c'est de l'épargne transfusionnelle. On veut éviter de transfuser ces patients parce que ce n'est pas forcément nécessaire. Donc, le mieux, c'est en préopératoire d'agir en amont et d'essayer de les optimiser. Donc, on peut faire dans certains cas de la transfusion autologue différée. C'est ce qu'il y a de mieux. On prend le sang du patient, puis on va lui repasser plus tard si on en a besoin. C'est difficile à organiser. Je ne sais pas où on en fait. Chez nous, on n'en fait pas. Donc, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est optimiser l'hématocrite préopératoire en les préparant, c'est-à-dire en faisant une NUM avant. On voit un taux d'hémoglobine, s'il est un petit peu bas, on pourra prescrire du fer, de l'EPO, plus ou moins des vitamines, pour leur remonter tout simplement l'hémoglobine et pouvoir éviter la transfusion en préopératoire. Ensuite, au bloc opératoire, on va être sur quelque chose de classique. Comme toute CEC, on va monitorer nos patients avec un cathé artériel, avec une voie veineuse centrale, euh, notre monitorage habituel, le BIS chez l'adulte. Si possible, si on a la place, on peut aussi mettre les NIRS chez l'adulte. On les met volontiers chez l'enfant. On a évidemment le TO, comme toute CEC. Et puis, pour donc, les cardiopathies vieillies qui présentent d'autres risques, et notamment un risque opératoire quand même d'HTAP et de bas débit cardiaque, avec un VD très dilaté, potentiellement défaillant, qui peut avoir plus de mal en post-opératoire. On peut discuter de mettre un KT SVO2 qui peut nous permettre de monitorer le débit cardiaque en continu. À l'anesthésie, à l'induction anesthésique, le point un petit peu clé, encore une fois, c'est pas le profil de patient qu'on va déstabiliser énormément, c'est pas les plus difficiles à endormir, mais il faut toujours appliquer des principes de base. On a un shunt, euh, on va, essayer de le minorer. Un shunt gauche-droit, on va essayer de maintenir nos résistances vasculaires pulmonaires hautes, une résistance vasculaire systémique basse. Donc on peut les endormir avec une FiO2 plutôt basse, éviter l'hyperventilation qui va faire baisser la capnie, donc les résistances vasculaires pulmonaires, donc majorer le shunt. En général, ils sont un petit peu donc, en surcharge, donc ils vont moins bien tolérer l'hypovolémie. Et puis, il y a quelque chose d'important dans ces shunts-là, c'est que le shunt peut possiblement s'inverser. Donc, il y a un risque d'embolie paradoxale qui est importante. Donc, dans notre préparation, la purge parfaite de tous les cathéters est extrêmement importante pour éviter l'embolie gazeuse qui peut aboutir à un AVC, comme on le sait. Alors, concernant l'épargne transfusionnelle en opératoire, on va limiter la perte sanguine. On utilise les antifibrinolytiques, mais c'est un petit peu
classique à toute CEC. On fait nos CEC en normothermie. On utilise le cell saver. Et on peut partir en CEC en hémodilution, évidemment, si on peut. En général, c'est à partir environ de 15 kg et selon l'hématocrite. Donc, un enfant peut-être qui fait 15 kg mais qui a 8 d'hémoglobine, on va difficilement pouvoir partir en blanc. C'est-à-dire qu'on va, au moment du priming de la CEC, trop le diluer. Et donc, il va trop chuter en hémoglobine, donc trop chuter en transport en oxygène. En revanche, si par exemple on l'a préparé en préopératoire et qu'on a réussi à avoir 14 d'hémoglobine, peut-être qu'on va pouvoir passer ce cap-là et ne pas le transfuser. D'où l'intérêt de prévoir avant. On limite le volume du priming, la longueur des tuyaux, le volume du réservoir, etc. Donc ça, c'est ce qu'on fait toujours à chaque fois. On évite trop les remplir en pré-CEC, puisqu'on va du coup arriver déjà avec un patient un petit peu dilué. Et si on a du volume en trop, on pourra hémofiltrer pour concentrer tout simplement le patient. On peut faire un rétropriming. Le rétropriming, ça consiste à, au lieu de diluer entièrement le volume sanguin du patient, on va d'abord connecter la ligne veineuse, déclamper, on va en gros saigner le patient, donc on va récupérer son sang dans le réservoir, on va pousser le circuit cristalloïde, non pas dans la canule aortique comme un départ de CEC classique, mais dans une cupule où on va récupérer les cristalloïdes. Donc plutôt que de le passer au patient et donc le diluer, on va moins diluer le patient parce que le volume total de dilution qu'on lui aura passé sera inférieur. Donc on attend, c'est l'équivalent à un choc hémorragique, hein, donc le patient il se vide. Et soit sur des critères hémodynamiques, il baisse un petit peu trop sa tension à ce moment-là, on connecte et on part en CC, soit idéalement quand c'est du sang qui commence à revenir par la canule, par la ligne artérielle. Donc il faut le faire évidemment sur des patients qui peuvent le tolérer, euh, voilà, qui ont une hémodynamique pas précaire, et jusqu'à un certain niveau de tolérance, on ne va pas les mettre à 2 de tension pour ça, mais ça permet de moins diluer, donc potentiellement de moins les transfuser après. Ensuite, donc l'intervention se déroule et puis le deuxième moment clé, c'est la sortie de CEC. Là encore, c'est relativement simple. Ce n'est pas des patients chez qui il est attendu une défaillance cardiaque post-opératoire majeure. Ils ne sont pas en insuffisance cardiaque initialement. La fermeture du shunt a des conséquences, mais on n'est pas sur un shunt artériel, on n'a pas modifié la post-charge. On a des ventricules qui vont tenir le coup globalement. Il faut toujours être strict sur nos critères de sortie de CEC. Il faut être normotherme, avoir une bonne hémoglobine autant que possible. Il faut avoir un calcium, une calcémie adaptée. Sur un VD dilaté, potentiellement un peu défaillant, on peut mettre des inotropes, mais ça ne va pas forcément être systématique. On va titrer le remplissage en sortie de bloc, en sortie de CEC, donc on va le remplir avec la CEC. On peut, chez ces patients qui ont un cœur qui va le supporter, leur passer l'ensemble de la CEC, enfin, dire l'intégralité du volume de la CEC, pour essayer de leur redonner leur maximum d'hémoglobine, ainsi que facteurs de coagulation et plaquettes qui sont en fait du sang total dilué dans la CEC. Alors que si finalement on ne passe pas l'ensemble du bol de CEC, on va ensuite mettre ce bol dans le cell saver. Donc on va récupérer les globules rouges, mais on aura mis à la poubelle les facteurs et les plaquettes, ce qui est un petit peu dommage quand on veut éviter la transfusion et les produits sanguins en général. Toujours en sortie de CEC, l'ETO, évidemment, on vérifie les bulles, on vérifie la qualité de la réparation, l'absence de shunt résiduel, puis notre fonction cardiaque, là c'est classique, encore une fois, il n'y a pas de... C'est relativement simple. On doit se poser facilement, à part peut-être dans des cas extrêmes de cardiopathie vieillie, avec des défaillances droites ou des HTAP dans les suites. Donc vous l'avez compris, l'objectif c'est d'aller vite, d'aller bien, donc
fast tracking, c'est-à-dire en réanimation, en post-opératoire. Une extubation précoce, on vérifie notre checklist, entre guillemets, un bon bilan d'hémostase, on vérifie que le patient ne saigne pas, on fait une radio, être sûr que tout va bien, une écho, et puis si tout est ouvert, on extube précocement et on va globalement aller vite sur la réanimation. Chez nous, c'est des réanimations qui font 2 jours, 3 jours, selon le délai d'ablation des drains, selon divers, divers paramètres. Mais c'est des patients voilà, qui vont reprendre rapidement une vie normale et c'est comme ça qu'ils vont le plus rapidement sortir de réanimation, c'est-à-dire remanger, retourner au fauteuil, faire on a les kinés voilà, qui vont un petit peu les bouger pour pouvoir sortir rapidement. On a, comme on a dit, des risques, enfin, les complications, une en particulier qui est rare mais qui est redoutable et redoutée, c'est l'embolie gazeuse. Hein, donc encore une fois, purger parfaitement les cathéters durant toute notre anesthésie. On va surveiller évidemment le bisphénir, donc en opératoire, même si on ne pourra pas, ça ne va pas forcément nous donner énormément d'informations en opératoire, mais c'est toujours utile. Et puis c'est surtout voilà, les réveiller rapidement, les réévaluer sur le plan neuro rapidement. Mais c'est ce qu'on fait pour chaque CEC finalement. En tout cas, chaque CEC qui ne nécessite pas une sédation prolongée. La thoracotomie, on peut estimer que parce que c'est un petit peu plus long, parce que c'est un décubitus latéral, la purge des cavités peut être un petit peu plus difficile et donc on peut avoir un risque majoré par la thoracotomie. C'est quelque chose à discuter en consultation et à informer euh, le patient, étant donné que c'est souvent sur des choix esthétiques. Les complications plus chirurgicales qu'on peut rencontrer en réanimation, en post-opératoire. Donc, Amandine en a parlé juste avant, voilà, les dysfonctions sinusales, les dysfonctions cardiaques, même si elles restent peu probables, et vraiment, plutôt, elle va concerner vraiment des cardiopathies vieillies avec des cœurs fatigués, des physiologies qui se sont adaptées, et des HTAP avec des VD qui commencent à être fatigués. Donc, c'est vraiment ces patients très précis-là où on va avoir un vrai risque de défaillance post-opératoire. La grande majorité des autres, ça va passer sans problème. D'où l'objectif d'aller vite et bien. Ça, Amandine en a parlé. Comme toujours, le shunt résiduel, évidemment. Donc ça, ETT, ETO, on va les détecter facilement. Obstruction veineuse, pareil, on nous a dit, hein, selon la position du patch, selon différents critères chirurgicaux. Et puis, bon, le reste, ça reste des complications communes à toutes ces EC, dont le BAV et les risques rythmiques. Et donc, dans ces cas-là, on ne se raffranchit pas d'électrodes auriculaires et ventriculaires qui nous permettent, temporaires évidemment, mais qui nous permettent de pallier un BAV ou de réduire par overdriving, par exemple, une TSV. C'est toujours utile en réanimation. En ce qui concerne spécifiquement l'anesthésie, donc l'analgésie post-opératoire, on peut faire l'équivalent d'un bloc paravertébral qu'on fait sous échographie en anesthésie pour des chirurgies, par exemple du sein, qui vont couvrir donc, tout le dermatome concerné au niveau thoracique, dermatome, non, l'ensemble, dermatome métallosclérotome, en gros pour l'analgésie dans cette région thoracique. Et donc, nous, on fait poser sous contrôle de la vue dans l'espace paravertébral directement par le chirurgien un cathéter par lequel on va injecter des anesthésiques locaux en continu jusque, on l'enlève en même temps qu'on va enlever les drains. Enfin, le drain en général quand c'est une thoracotomie. Un petit mot sur le cathé interventionnel. C'est encore une fois, c'est encore plus simple. C'est une anesthésie simple pour laquelle on dormir le patient avec une voie veineuse périphérique. On l'intube parce qu'on a une ETO, on a un guidage ETO, donc une anesthésie simple, guidage ETO, abord fémoral, et puis passage du, vous savez que vous en a parlé, de l'occludeur pour aller fermer la CIA.
les spécificités anesthésiques rencontrées au caté, on en parlera dans une prochaine session. Voilà, globalement, pour nous, anesthésiste réanimateur, c'est relativement simple. C'est une anesthésie d'un champ de gauche-droit. Il faut toujours rester sur ses fondamentaux. Mais on a peu de complications attendues. On n'a pas de long séjour prolongé en réanimation. Il faut que ça marche, que ça aille vite et il faut qu'il y ait peu de morbimortalité, tout simplement. Donc, d'où l'intérêt de bien prévoir ce qu'on fait, notamment optimiser notre patient au niveau de l'hématocrite en préopératoire, euh, la purge des cathéters pendant l'anesthésie, et puis là où il faudra être vigilant, c'est vraiment sur les cardiopathies vieillies, où il va y avoir potentiellement des défaillances de l'HTAP, défaillance droite et de l'HTAP en post-opératoire, sinon ça reste simple et rapide. C'est fini. Est-ce qu'il y a des questions? Il faut que je revienne sur le chat. Alors, CIA fenestré. Non, ça c'était cœur tiré atrial. Donc, il n'y a pas l'air d'avoir des questions sur le chat. Nadir a fait